Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette masterclass de l'entrepreneuriat sur la levée de fonds qui est organisée en partenariat avec la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté et qui est rendue possible grâce au soutien du Grand Chalon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cet événement est organisé par Nicéphore Cité, le pôle d'ingénierie numérique du Grand Chalon. Nous avons pour principale mission d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation numérique et les porteurs de projets dans leur développement. C'est donc l'objectif de ce cycle de masterclass, de vous informer, vous sensibiliser aux différentes thématiques importantes dans le développement de votre activité et la gestion de votre entreprise. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voudrais vous présenter rapidement le projet qui est mené par le Grand Chalon, qui est donc le bâtiment de l'usinerie, qui sera un lieu dédié à l'innovation et à la transformation numérique des entreprises industrielles et au développement donc, de l'innovation. Ce bâtiment de 4000 m² sera au premier trimestre 2022 la boîte à outils de l'industrie du futur. Les entreprises pourront s'y former, s'y informer, réseauter, rencontrer les formations de l'ENSAM, l'Institut Image ou le CNAM, qui y seront hébergées. Également créer des prototypes, ce qui est déjà possible avec notre Fab Lab qui existe actuellement, et bénéficier d'un laboratoire d'expérimentation. L'objectif de ce projet, c'est de créer une communauté autour de l'industrie du futur avec les entreprises, les porteurs de projets numériques dédiés à ce domaine, les acteurs économiques, l'enseignement et la recherche. Donc, notre rôle est bien sûr de favoriser la compétitivité des entreprises de notre territoire, le développement des projets innovants et tout cela dans l'objectif de favoriser l'innovation numérique pour l'industrie. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter. Je suis Delphine Danout, je suis en charge du secrétariat général et du côté développement de Nicéphore Cité. Et toute l'équipe de Nicéphore Cité est à votre disposition pour vous accompagner. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous inscrire également à notre newsletter pour recevoir notre actualité et puis bien sûr être informé donc de nos différents événements que vous pouvez retrouver ici pour les prochains. Donc le prochain événement, ce sera donc une masterclass que l'on fait en partenariat avec les docs numériques sur la communication digitale. Et ensuite une autre masterclass le 26 mars sur réussir son pivot. Et puis, nous avons également un meet-up sur le côté agir pour rebondir. Et puis, un événement dans le cadre de notre cycle Pensons Design sur le design thinking. Je remercie bien sûr Coralie qui est toujours aux manettes pour ces événements et qui s'occupe de toute l'organisation et de la technique. Et puis, je vais donc laisser maintenant la parole à Sylvie Guillonneau de la Caisse d'épargne qui connaît très bien l'accompagnement des porteurs de projets et qui donc bénéficie d'une expertise reconnue dans le côté innovation et qui sera notre animatrice pour aujourd'hui. Très bon webinaire. Donc, Sylvie, il faut que tu nous remettes ton micro. Sylvie, ton micro. Pardon, je croyais que c'était Coralie qui gérait les micros. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Donc, Sylvie Guillonneau, je suis responsable de Néo Business à la Caisse d'épargne. C'est le programme d'accompagnement des startups et des entreprises innovantes. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce matin ce webinaire et de vous présenter nos différents intervenants d'abord. Donc, nous aurons l'intervention de Marc Benoît de chez Human et de Nicolas Wolf de chez Nauticoncept, qui vont nous raconter un petit peu comment se sont passées leurs levées de fonds. Et Hugues Béringer de chez UI Investissement et Christian Attard répondront ensuite à toutes les questions qui pourront se poser pendant les témoignages de Marc et de Nicolas, et ensuite, bien sûr, à vos questions également. Donc, Christian, si tu veux te présenter. Alors, ce sont les aléas du direct. Hugues. Ça y est, Christian est là. Je viens de récupérer le micro, donc oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Christian Attard, je suis directeur de participation au sein de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Et mon métier consiste effectivement à investir
en fonds propres, donc pour la caisse d'épargne, donc dans les projets, dans les sociétés qui sont innovantes, les startups, mais d'une manière générale, d'une manière générale dans les projets de développement et de transmission. Voilà. Hugues? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Hugues Béringer, UI Investissement. Petit laïus sur UI Investissement, c'est une société de gestion indépendante sur 3 typologies de fonds, des fonds sectoriels, des fonds nationaux et des fonds régionaux. Et moi, je suis donc plus en charge de certains fonds régionaux, un fonds start-up et un fonds redéploiement, des sociétés qui ont parfois quelques difficultés conjoncturelles, comme beaucoup en connaissent aujourd'hui, qui intervient en Bourgogne-Franche-Comté et aussi un petit peu sur le Grand Est. Et au sein du investissement, donc j'ai des alter ego sur d'autres régions qui gèrent aussi des fonds régionaux. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Je vous propose d'écouter Marc qui va nous présenter sa société et nous raconter comment s'est passée sa levée de fonds. Bien, bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter l'entreprise Youmen en quelques mots. Alors, l'historique de Youmen, c'est une vraie aventure. Sylvie la connaît bien et la plupart des personnes connaissent bien cette aventure. C'est une société qui a été fondée en 2011 par 2 personnes, par Xavier Bruno, qui est un ancien centralien et aussi un ancien directeur général d'Alcan, donc du groupe EADS. Et puis, une autre personne qui s'appelle Michel Panavoine, qui est docteur en traitement de signal, enseignant à l'Université de Bourgogne. Il a eu aussi différentes expériences professionnelles, notamment directeur de labo au CNRS et aussi conseiller au CEA. Donc, ces 2 personnes se sont rencontrées et déjà à l'époque, ils pressentaient que l'intelligence artificielle allait être un moteur pour résoudre beaucoup de problématiques, y compris industrielles. Il faut reconnaître qu'en 2011, l'intelligence artificielle, il y avait beaucoup d'interrogations autour de ça et ça a démarré doucement, mais néanmoins, il y a des partenariats qui ont été construits assez rapidement, notamment avec la SNCF et avec le CEA. Ensuite, cette entreprise, à un moment, ces 2 fondateurs ont embauché, mais la problématique était simple, c'est qu'il fallait prendre un virage. C'est bien de développer des algorithmes, mais si on veut s'attaquer au marché industriel, il faut absolument avoir des produits. Il faut avoir des produits qui vont porter ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et ce virage-là, qui est un virage industriel, technologique, est un virage extrêmement compliqué pour une entreprise, pour différentes raisons, mais c'est aussi une problématique principalement financière. Les fonds propres de l'entreprise ne permettaient pas de prendre ce virage, on va dire, sereinement. Et donc, en 2018, ces 2 fondateurs ont décidé de se lancer dans une aventure de levée de fonds. Et donc, ils ont commencé à aborder différents organismes en étant relativement larges, en cherchant donc des fonds, soit des fonds institutionnels, régionaux, des fonds adossés à des banques, ou alors des fonds, des capitaux risqueurs, de la deep tech, qui sont vraiment 2 typologies de fonds différentes. Et en même temps, fin 2018-2019, j'ai rejoint cette aventure. Donc, je suis monté au capital de cette entreprise. J'ai fait ma propre analyse de l'entreprise, vérifier déjà si l'entreprise avait la capacité au niveau humain d'avoir les bonnes ressources et qu'on serait capable de prendre ce virage. Puis ensuite, bien évidemment, j'ai rencontré les différents partenaires financiers. Donc, on a eu différents contacts avec Sylvie dans un premier temps, avec les différents organismes financiers, puis par la suite la BPI. Donc, une petite parenthèse quand même sur la BPI. La BPI a été un moteur exceptionnel pour le développement de cette entreprise et un soutien infaillible. Et quand je dis infaillible, le mot est faible. Donc, c'est un point important que je souhaitais souligner. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure de levée de fonds. On s'est vite rendu compte, après les premiers tours de table, que finalement, on tapait un peu partout sur différentes typologies de fonds, ça devenait compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des fonds institutionnels, par exemple, représentés par Christian lors de ce webinaire,
qui sont plutôt, voilà, ils vont être plutôt dans une logique d'accompagnement d'entreprise, de croissance, alors que des fonds deep tech, même ils arrivent avec des tickets beaucoup plus élevés, ils vont plutôt être dans des objectifs de rendement très court terme. Donc, et c'est compliqué de faire on en parlera, mais des business plans qui soient adaptés à ces deux typologies. Donc, on a vite, rapidement décidé de basculer et de dire, bon, on va dans un premier temps privilégier une levée de fonds avec des fonds institutionnels, avec des partenaires qu'on connaissait, même si le montant de ces fonds, les tickets sont quand même plus réduits, mais néanmoins, c'était voilà, c'était ça. Donc, on a réussi cette levée de fonds. Alors, c'est une aventure. Hein, il y a deux aspects. Il y a l'aspect en termes de timing. Il y a l'aspect timing proprement dit. À quel moment on doit aborder des fonds, c'est important. Il ne faut pas être trop tard parce que ça peut être compliqué d'un point de vue financier d'arriver sur des fonds trop tard et d'être en position de faiblesse. Il ne faut pas être trop tôt non plus parce que si on est trop tôt, on va pas réussir à convaincre. Les points clés, c'est d'abord les dirigeants. Il faut que les dirigeants soient légitimes. Ça, c'est un point important. Il faut qu'il y ait des démonstrateurs des technologies, des PowerPoint, ça ne suffit pas. Il faut quand même déjà des produits, enfin, au moins des maquettes. Donc voilà, des points vraiment importants. Cette levée de fonds, on l'a finalement réussi en juin 2020. Non sans mal, hein, ça a pris du temps, le Covid est arrivé, il a fallu reprendre l'ensemble des business plans financiers, il a fallu reprendre un peu les projections, mais néanmoins, on y est arrivé. Et donc, depuis, on a pu, disons, concrétiser nos ambitions de développement de produits. Alors, je vais essayer de vous en faire voir quelques-uns. Voilà, ça, c'est un produit que l'on a développé, qu'on appelle ECS, Edge Computing Sensor, qui a pour particularité d'être très petit. Hein. On voit qu'il y a un capteur, une caméra à l'intérieur ici. Et donc, ce produit-là, il a une particularité, c'est qu'il embarque l'intelligence artificielle. Donc, en fait, vous l'alimentez, il y a des connecteurs dessous, vous l'alimentez, il y a des contacts entrée-sortie, et c'est ce produit-là qui va permettre de faire une analyse on peut faire différentes analyses sur différents marchés, dans la sécurité, dans la protection des biens et des personnes. Par exemple, j'ai un autre produit ici, je vais vous le faire voir. Alors, on retrouve, je vais essayer de faire voir avec la caméra, voilà, on retrouve la même boîte, mais cette fois, elle est accolée à une caméra, on va dire, un peu plus performante. Et ce produit que vous avez devant vous est un produit qui est installé sur le réseau ferroviaire pour analyser en temps réel les pantographes. Donc, on fait de la maintenance prédictive et on va vérifier que les pantographes des trains qui passent sous les ponts sont conformes et pas abîmés. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je montais à Paris et je me suis retrouvé coincé 5 heures dans la neige, 6 heures même dans la neige, donc, parce qu'il y avait des problèmes. Donc ça, c'est un marché important. Et enfin, en termes de projection, on est, alors, par effet de ricochet, j'allais dire, du fait qu'on a été capable de démontrer qu'on avait déjà un certain savoir-faire sur l'intelligence artificielle embarquée, on a pu monter des partenariats dans un premier temps commerciaux, peut-être dans un deuxième temps capitalistique, avec un groupe qui s'appelle Teledyne, qui est un groupe américain qui est très connu, qui est un des leaders mondiaux des capteurs d'images. Et donc voilà, donc on a sorti un petit produit que l'on commercialise avec eux. Donc on retrouve le logo du partenaire, enfin du groupe Teledyne. Et puis d'ailleurs, c'est assez sympa, on voit écrit Powered by Human. Donc voilà. Voilà, donc en résumé, cette levée de fonds, elle nous a permis de concrétiser nos projets, de préparer éventuellement une deuxième levée de fonds, on travaille dessus, puisque à terme, ces produits que je vous ai fait voir, l'idéal serait qu'ils soient complètement autonomes, y compris en énergie. Et donc, ça nécessite de développer des microprocesseurs particuliers, des capteurs d'images particuliers. Donc, c'est un projet qu'on a déjà initié il y a à peu près 6 mois. Et on commence déjà à recevoir les premiers microprocesseurs. Mais ça va nécessiter probablement une deuxième levée de fonds, sans doute plus conséquente, pour pouvoir continuer à avancer dans cette direction.
te laisse Merci, reprendre. merci beaucoup, Marc. Merci pour la présentation des produits. C'est intéressant de voir les avancées également pour nous. Nicolas, je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter de mon côté NautiConcept. Alors, NautiConcept, c'est une société maconnaise qui existe depuis début 2016. Et notre métier, c'est de digitaliser l'univers du nautisme, c'est-à-dire digitaliser les professionnels du nautisme. Et nous proposons, je vais essayer de vous mettre un écran. Tac. Voilà, nous proposons des solutions digitales. Vous voyez mon écran, c'est bon? Des solutions digitales pour le monde du nautisme. Et nos solutions sont composées de toute une série d'applications, applications en mobilité ou accessibles sur PC, qui permet de gérer la maintenance de flotte de bateaux, gérer toute la partie opérationnelle de location et maintenant même de gérer et générer des abonnés sur des bateaux. Je vous en reparlerai plus tard. Et on a une deuxième partie de notre activité qui consiste en la fabrication et la distribution de boîtiers électroniques qui sont de véritables boîtes noires qu'on met dans les bateaux, on les branche aux organes vitaux des bateaux et ça nous donne l'état de santé du bateau en direct, ce qui est un accessoire indispensable de nos jours pour pouvoir suivre une flotte correctement. Voilà, je ne vais pas laisser mon PowerPoint tout le long, ça va pas être… Hop, j'arrête le partage. Voilà, donc NautiConcept, l'histoire de NautiConcept, c'est né donc vers 2014-2015 parce que c'est Joseph Mitton, qui est concessionnaire à Mâcon, qui nous a réunis. Et en fait, son idée initiale, c'était de dire, ben voilà, j'ai des propriétaires qui me laissent des bateaux qui valent une fortune, je les remets à l'eau après un bricolage chez nous et je passe de très mauvaises nuits et je cherche un système qui soit capable de m'aider à dormir la nuit et de surveiller mon bateau. Donc, on est parti de ce constat-là. Il nous a réunis, on a écouté Joseph pendant quelques mois et très vite, on était 4 fondateurs, des personnes qui venaient d'univers très différents, ça c'est important. Moi, je viens de l'industrie, on en a 2 qui viennent du digital, qui venaient de la grande distribution, solutions digitales pour la grande distribution, et un 4e qui était un développeur. Donc, on était très complémentaires et en écoutant Joseph, au bout de quelques mois, on a fait un premier pivot. Et oui, c'est l'histoire des startups, ça pivote. Donc, premier pivot, au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que c'était un milieu dans le nautisme qui était ultra fragmenté et pas du tout organisé. Donc, en partant d'une idée, on va fournir un petit produit électronique. Finalement, on est parti sur une voie en disant on va aider les professionnels à s'organiser. L'outil électronique sera un des éléments de cette organisation. Voilà, donc démarrage comme toute start-up avec peu de moyens, avec nos moyens propres. Pour faire simple, pendant 3 ans, tout le monde avait un autre boulot et on bossait le soir. Donc on se donnait rendez-vous à 21h tous les soirs jusqu'à minuit, 1h. Et ça a duré 1 an et demi comme ça, histoire de créer le produit, faire un POC, voilà, donc un Proof of Concept, faire une pré-série de produits, après faire un Proof of Commerce, donc prouver que ça intéressait des clients. Mais je vous parle de ces phases parce que c'est important de situer la levée de fonds par rapport à ces phases. Donc, on a eu la chance de pouvoir avoir les moyens d'aller jusqu'au Proof of Commerce. Et puis, début 2018, on a commencé la commercialisation, les salons, et là, on a commencé à salarier des personnes de l'équipe et puis à y travailler avec beaucoup plus de rythme. Donc, on avait fait notre Proof of Commerce en 2018, on a eu la chance que notre produit a trouvé son marché assez rapidement. Et donc, en 2019, il fallait accélérer et puis commencer à payer un peu les personnes de l'équipe et les nouveaux salariés qui allaient arriver. Donc, en 2019, on a décidé d'attaquer une levée de fonds. Et là où le timing est important, c'est qu'on a fait le choix, nous, de faire un tour de Love Money avant d'aller voir des institutionnels. Pourquoi Love Money? 1, c'est aller très vite. 2, ça nous a permis d'intégrer dans l'équipe des personnes qui étaient utiles au projet. Donc, nous sommes partis avec 2 clients. Un client qui avait lourdement investi dans NautiConcept déjà, donc qui était un fan et un bon prescripteur. Un deuxième client qui n'arrêtait pas de nous bâcher, excusez-moi du terme, mais nous challenger sur notre marketing. Et c'est un client qui avait déjà une activité dans le marketing en parallèle. Donc, lui, il nous apparaît très utile de l'intégrer. Un entrepreneur dans notre environnement qui avait fait une belle réussite
et qui nous challengeait aussi. Et puis le dernier, c'est un salarié. C'est un salarié, c'est un développeur qui est rentré dans l'équipe. Et au bout de 3 jours, on lui a dit, tu veux devenir investisseur? Il a dit oui. Un mois après, il était investisseur chez Naughty Concept. Voilà, donc on a fait ce tour de Love Money qui nous a permis, déjà de structurer une première fois l'équipe, 2, d'avoir des valeurs ajoutées dans l'équipe, et 3, de prendre le temps avant de passer à la phase avec les investisseurs institutionnels, puisque un investisseur institutionnel, ça ne se fait pas en 2 mois, ça met 3 mois minimum, 6 mois normalement. Donc c'est toujours une question de timing, j'en parlerai après. Voilà, donc février 2020, on a fait une deuxième levée de fonds avec un investisseur institutionnel et un investisseur privé, qui nous a permis d'accélérer. Et puis aujourd'hui, Naughty Concept, depuis hier, c'est 10 salariés. Il y a un dernier salarié qui est rentré hier. C'est 10 salariés. On travaille jusqu'à maintenant à 95% sur le marché français et on attaque l'internationalisation de nos produits. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de vos témoignages qui, bien entendu, m'amènent plein de questions. Questions que je vais poser à Hugues et Christian, donc nos 2 experts. On va commencer, je pense, par préciser exactement ce qu'est une levée de fonds. Parce que on voit parfois dans des business plans levée de fonds où tout est mélangé, il y a les dettes, il y a les subventions. Donc, Christian, est-ce que tu veux bien nous préciser exactement ce qu'est une levée de fonds, s'il te plaît? Alors, le levée de fonds, c'est le financement, en fait, par l'apport en fonds propres pour ce qui concerne les investisseurs financiers, fonds propres, quasi-fonds propres, et l'apport après en dette, en subvention pour le financement donc, de l'entreprise et le projet de l'entreprise. Et pour ce faire, effectivement, l'entreprise réalise un business plan outil sur lequel on va les partenaires financiers divers et variés que je viens de vous citer, donc investisseurs financiers, banques, établissements financiers et également donc les acteurs et les collectivités au niveau régional et BPI pour la partie soutien à l'économie, donc vont étudier effectivement la demande qui va leur être faite. Merci beaucoup. Pour ce faire, en fait, alors je pense qu'il faut passer un petit peu de temps sur le BP parce que est-ce que vous m'entendez là? Non, on t'entend pas bien, Christian. Ah, désolé. Est-ce que là, ça va mieux? Un petit peu, ouais. Je disais quelques mots mais très rapides sur le BP parce que je pense qu'il me paraît utile de préciser certains points parce que on s'aperçoit souvent, notamment lorsqu'on a affaire à des startups, qu'on se retrouve avec des BP qui sont plutôt assez hétérogènes dans leur modalité, dans la présentation. Moi, si je devais résumer un petit peu les éléments qu'on souhaite voir apparaître dans le BP, c'est tout d'abord déjà la présentation de l'entreprise. Après présenter les équipes et les hommes clés de l'entreprise, j'insiste sur ce point-là. Donc, ne vous focalisez pas, plutôt n'indiquez pas uniquement l'âge et entre guillemets le CV. Donc, faites part de leur expérience, faites part, coucher sur ce BP, l'expérience des uns et des autres, les compétences de ces personnes-là et des hommes clés, hein, pas forcément que de l'équipe manager. Hein, donc, pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le point principal sur lequel va reposer notre décision d'investir ou pas. Donc, avant toute chose. Donc, c'est d'abord l'humain avec un grand H, hommes et femmes, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment l'humain avec un grand H chez qui on investit.
une fois qu'on a présenté l'entreprise, les hommes qui la constituent, les hommes et femmes évidemment, qui la constituent, mais on va maintenant on expose le projet. D'abord en présentant un petit peu dans l'environnement dans lequel il se situe, un point sur le marché ou les marchés dans lesquels que vous voulez adresser et décliner après en faisant une petite étude effectivement de la concurrence, des interlocuteurs aussi, importants, notamment vos fournisseurs avec qui vous avez l'intention de partager, je dirais, une partie de ce projet-là. Et une fois que ces points sont posés, décliner effectivement une analyse stratégique de votre projet par rapport à l'environnement et au marché dans lequel vous vous situez. Une fois que vous avez établi ça, il faut maintenant fixer des ambitions aussi à votre projet, donc par rapport au marché dont on vient de parler, et de regarder quelles ambitions vous fixez en termes de prise de part de marché, en termes de développement à horizon 4-5 ans, c'est-à-dire où vous voyez votre entreprise, votre projet à horizon 4 ou 5 ans. Et n'hésitez pas à décliner ça avec, je dirais, en élaborant différents scénarios, couchez bien les hypothèses, qu'on voie bien quelles ont été les hypothèses qui ont été retenues. Et une fois que ces scénarios ont été élaborés, donc c'est un scénario, on va dire, optimiste et un autre qui est un peu plus défensif, juste à titre anecdotique, au cas où vous ne le savez pas, si vous ne le faites pas, vos partenaires financiers le feront. Donc, autant effectivement leur montrer que vous avez bien anticipé cela. Hein. Et une fois que vous avez établi ces différentes hypothèses, vous déclinez ces hypothèses-là et vos ambitions dans un BP plus traditionnel qui vont faire apparaître. On t'entend pas très bien, Christian. Compte d'exploitation, du bilan ainsi que le tableau de flux. Je suis désolée, on a quelques soucis de connexion avec Christian. Donc, il nous a précisé ce qu'était une levée de fonds. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit sondage, Coralie, si tu veux bien les lancer. Merci. Alors, je l'ai eu à l'écran, je ne le vois plus. Merci. Donc, si vous voulez bien répondre, ça nous permettra aussi un peu de voir vos profils et d'adapter peut-être aussi nos réponses. Ça y est, je suis revenu. OK. Avez-vous déjà fait une levée de fonds? Et sinon, pensez-vous faire une levée de fonds dans les mois à venir? Ou même si oui, puisque ça peut être un deuxième tour. Coralie, je te laisse maîtriser le temps pour le sondage. Aucun souci. Je laisse un petit peu de temps comme ça. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Je vais laisser 45 secondes. Vous avez encore un petit moment pour répondre. Mais sinon, pour compléter ce que disait Christian, pourquoi une levée de fonds? Oui. Il y a deux principales raisons. Soit car le développement en bootstrapping, c'est-à-dire par vous-même, n'est pas possible et que vous avez besoin de capitaux propres extérieurs qui rentrent, ou alors vous n'avez pas l'argent nécessaire. Soit tout simplement pour accélérer le développement de la société, pour justement avoir une capacité de déploiement plus rapide. C'était le cas pour Naughty Concept, par exemple, où on a des concurrents qui commencent à se mettre en place et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, sinon le marché est déjà pris. Voilà. Donc, levée de fonds, pour synthétiser tout ça, ça sert à augmenter tout de suite vos capacités de financement et d'endettement. En fait, c'est augmenter vos fonds propres, c'est une levée de fonds, c'est augmentation de capital. Et pour chaque euro de capital amené, vous pouvez avoir un effet de levier ensuite derrière avec de la dette. Donc, par exemple, si vous mettez 1 euro de capitaux propres, vous pouvez avoir jusqu'à 3 euros. 1 euro de capitaux propres, 1 euro de dette bancaire classique, que ce soit BPI ou une banque, et 1 euro de la région, qui fait une avance remboursable, jusqu'à 200 000. Donc déjà, vous avez cet effet de levier-là qui vous permet ensuite de financer votre projet. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, une levée de fonds, c'est une accélération.
Merci Hugues. Très intéressant le sondage, hein, donc 88% des répondants n'ont pas encore fait de levée de fonds, mais 75% envisagent d'en faire une dans les mois à venir. Merci beaucoup. Marc et Nicolas, pardon, nous ont parlé un peu du déroulé et surtout du moment où ils sont allés chercher les fonds. Hugues, quel conseil tu donnerais pour le cadencement, le timing? C'est très simple, Marc l'a résumé. Hein. Il ne faut pas y aller trop tôt ni trop tard. Donc, trop tôt, vous ne saurez pas convaincre, tout simplement. Une levée de fonds, ça se prépare. Déjà aussi, comme l'a indiqué Nicolas, démontrer que vous avez déjà des preuves de concept, que vous avez quand même un produit qui marche, où le marché répond à ce produit. Généralement, on ne va pas chercher à investir sur une société si on ne sait pas que derrière, il y a un vrai besoin. Mais aussi, ne pas y aller trop tard, parce que si c'est trop tard, vous pouvez avoir le couteau sous la gorge. Et à ce moment-là, vous ne serez pas dans les bonnes conditions pour négocier, évidemment. Donc, en toute logique, il y a un juste milieu à choisir qui est au cas par cas. Hein. Il n'y a pas de, c'est différent d'une société à l'autre. Il faut seulement avoir en tête qu'une levée de fonds, ça peut, oui, en moyenne, durer 6 mois. 6 mois de la préparation en fait de votre levée de fonds, c'est-à-dire vous y pensez, vous commencez à mettre les documents en place, jusqu'au closing. Après, généralement, quand vous contactez un premier investisseur qui est intéressé à votre projet et qui souhaite investir, en 3 mois, c'est closé normalement. Pareil, aussi des cas à part, par exemple, si vous êtes sur un marché spécifique qui n'est pas encore mature ou qui est en cours de développement, par exemple l'hydrogène, il peut être intéressant de réfléchir à quand lever les fonds. Parce que là, vous pouvez profiter, en fait, d'un effet de marché ou au contraire ne pas en profiter selon le contexte. Donc, c'est un juste milieu à trouver qui est dur à généraliser, c'est au cas par cas. Et on peut financer quoi avec une levée de fonds? Et alors, le montant, je sais qu'il est difficile à définir, mais pour les chefs d'entreprise présents, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les choses? Préciser quoi? L'objectif d'une levée de fonds ou à quoi sert le montant levé? Les deux. Qu'est-ce qu'on finance avec une levée de fonds et quel montant on peut aller chercher? Ok, d'accord, très bien. Alors, c'est simple. Ce montant, en fait, que vous allez chercher, tout simplement, c'est celui dont l'entreprise a besoin pour financer son développement. On ne va pas inventer des dépenses inutiles. Ces dépenses pour le développement de la société sera déjà, réfléchi par le dirigeant et le management, et 2, ensuite, mis en relation avec le marché, c'est-à-dire le marché des investisseurs, pour voir si on trouve cohérent le besoin de financement. Et aussi, ce besoin de financement que vous allez déterminer, donc global, et ensuite divisable après en equity, c'est-à-dire capital propre, dette et subvention ou autre, détermine un peu la valorisation de votre société. Parce qu'une société qui est capable d'obtenir 500 000 de financement ou d'obtenir 2 millions de financement n'a pas la même valeur. C'est la capacité de convaincre des dirigeants, c'est la capacité du produit à convaincre un marché et des investisseurs. C'est aussi en fonction de ce montant levé que la valorisation peut se faire. Et c'est pour ça que parfois, quand on est trop tôt, on ne peut pas lever des gros montants parce que justement, un investisseur n'est pas prêt à mettre un assez gros ticket là-dessus. C'est pure logique. Voilà. Donc, le montant, c'est celui dont vous avez besoin pour développer l'activité sur les 2 ou 3 ans à venir, de préférence. En fait, sans lien aussi avec votre objectif. Soit vous dites, bon, une seule levée de fonds et derrière, je vais être rentable. À ce moment-là, il faut que ça soit pile poil bon. Sinon, vous visez une levée de fonds dans 1 an et demi. À ce moment-là, vous essayez quand même de prévoir un montant nécessaire pour que vous puissiez développer votre activité sur les 2 ans à venir sans vous inquiéter. Tout ça dépend de votre objectif. Voilà. Merci, et le montant. Merci beaucoup, Hugues. Donc, Christian nous a parlé de l'importance de la préparation du BP et surtout de l'équipe. Et Marc nous a fait part un petit peu de la difficulté à s'adresser aux bons investisseurs. Christian, est-ce que tu peux nous donner des conseils, s'il te plaît, sur la manière d'identifier ou de sourcer les investisseurs et également les différentes typologies de fonds? Les investisseurs dont vous avez besoin, si vous deviez, encore une fois, je crois qu'il faut un investisseur est quelqu'un qui va vous accompagner, qui va être à vos côtés,
aux côtés de l'équipe dirigeante, aux côtés des managers, aux côtés des équipes pour votre développement et qui va amener à titre de conseil, effectivement, qui va vous faire part de l'expérience qu'il a sur certains secteurs, parce qu'on gère tous, on a plusieurs participations dans nos portefeuilles. Et partant de là, je pense que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que j'attends moi de mon investisseur ou de mes investisseurs, sans occulter, et je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, sans occulter l'aspect humain, parce que encore une fois, c'est de l'humain en fait là-dedans. On est là, donc on échange en permanence, en tout cas régulièrement. Donc je crois que pour répondre à ça, donc il faut aujourd'hui donc choisir vos investisseurs en disant ou en vous posant la question de savoir est-ce que je vais pouvoir travailler avec lui comme je vais travailler comme je vais pouvoir travailler avec l'associé que j'ai choisi. Et je crois que là, la démarche, c'est la même. Il faut que vous puissiez choisir votre investisseur avec en fonction de ces qualités-là. Maintenant, si vous avez besoin d'aller chercher, si vous avez besoin, je veux dire, d'une expertise métier technique, peut-être de vous adresser à un fonds spécialisé qui sont connus ou reconnus pour intervenir ou être intervenus sur votre métier ou sur vos marchés. Maintenant, vous avez aussi, je pense, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un investisseur, il est là, notamment les institutionnels que nous sommes, est là aussi pour asseoir une crédibilité à votre offre, à votre marché, à vos produits que vous voulez lancer, surtout si vous démarrez, on est bien d'accord. Et là, effectivement, avoir à vos côtés un investisseur institutionnel, je veux dire, peu vis-à-vis des tiers avec qui vous allez traiter, que ce soit vos fournisseurs ou vos clients, asseoir votre projet là. Donc, moi, je dis souvent, il faut que votre capital soit représentatif de votre projet et aux ambitions que vous portez à votre projet-là. Merci Christian. Je complète un petit peu puisque Nicolas nous a parlé de Love Money. En fait, quand vous cherchez des financements, que ce soit en haut ou en bas de bilan, il y a quand même certaines règles, entre guillemets, donc nous, ce qu'on appelle la roadmap des financements. En premier lieu, c'est quand même l'apport des associés. Hein, ce que vous pourrez pas aller, enfin, je laisserai Christian ou Hugues m'en contredire si je me trompe, vous pourrez pas aller chercher 1 million d'euros si vous avez mis 1 000 euros dans votre société. Ça paraît un petit peu déconnecté. Et également, alors je sais qu'on entend énormément de choses sur les millions de fonds levés par les startups, on en lit tous les jours dans la presse. Il faut savoir que quand une boîte communique sur une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, c'est qu'auparavant, c'est peut-être sa 3e levée de fonds. On lève rarement 3-4 millions d'euros dès la première levée de fonds. Donc, dans le cadencement, effectivement, c'est l'apport des fondateurs, de la Love Money. Donc, la Love Money, c'est, comme son nom le dit un peu, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un salarié ou quelqu'un qui croit vraiment dans le projet et qui a envie de s'investir un petit peu. Il y a les business angels, bien entendu, qu'il ne faut pas négliger parce que souvent, ils peuvent, comment je dirais, impulser les investissements qui vont se faire derrière. Et lorsque votre première levée de fonds est réalisée, comme le disait Hugues, il y a énormément d'effets de levier, effectivement, avec la région, avec BPI, avec les banques, puisque souvent tout ce petit monde est lié, puisque la région, quand ils font une avance, en règle générale, ils vont demander un prêt bancaire en face. Donc, l'effet de levier est très, très important. Et on va insister un petit peu, je ne sais pas si Hugues et Christian, ou peut-être Hugues, parce que Christian a déjà un peu parlé du BP, mais pour rebondir également sur ce que Marc disait par rapport à la construction du BP,
et les chiffres. Hugues, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Oui, Juste bien un sûr. mot, pardon, Dis, Marc. juste un petit mot qui me paraît très important, c'est sur cet effet de levier. Il faut peut-être pas voir cet effet de levier que d'un point de vue financier. Je pense que l'effet de levier que nous, on a vu dans l'entreprise, il va bien au-delà. Bon, il y a l'aspect financier. C'est vrai que pour aller chercher, par exemple, notamment la période, le demandant d'aller chercher des PGE ou ce genre de choses, ça peut aider. Mais l'effet de levier, il est ailleurs. En mon sens, il est sur le fait qu'on rassure des partenaires commerciaux, des partenaires stratégiques et pas uniquement des partenaires financiers. Moi, je suis persuadé que le partenariat que l'on a monté avec un groupe comme Télédine qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, sans la levée de fonds, on n'aurait jamais été légitime pour pouvoir discuter avec eux. Donc, l'effet de levier, il n'est pas uniquement financier. Ouais, clairement d'accord avec Marc. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ce que je disais un petit peu sur la légitimité que les investisseurs peuvent apporter dans le projet, en toute humilité, bien évidemment. Hein. Donc, Hugues, est-ce que tu avais des précisions à apporter au témoignage de Christian sur les documents à préparer pour une levée de fonds? Oui, c'est assez simple. Et du coup, je vais faire attention à mes mots et il les faisait aussi. Donc déjà, quand vous réalisez votre business plan, il est important que vous, dirigeants, vous soyez capable de l'expliquer. En fait, le business plan doit refléter votre pensée, exactement. Après, vous pouvez vous faire épauler par un expert comptable pour justement mettre au point certains mécanismes de CIR, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas familier, parce qu'on n'est pas avec des notions comptables dans la tête. Hein. Tout ça doit être épaulé par un bon expert comptable, je pense. Un bon expert comptable qui vous épaule, c'est nécessaire. Après, voilà, il ne faut pas sous-traiter entièrement la réalisation d'un business plan à un expert comptable, parce que sinon, vous ne serez pas capable d'expliquer, vous serez devant des investisseurs, vous direz « Ah, ben, je ne sais pas pourquoi il y a ces chiffres-là », vous serez pas crédible. Pareil, pour ce qui est de la valorisation, ne la laissez pas raconter par un expert comptable qui dit « Bon, ça, c'est la valorisation, et maintenant, c'est celle-ci, et vous allez vendre ça aux investisseurs ». Ça ne marche pas trop comme ça. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on attend? Donc, un BP. Donc, ce BP, alors, c'est intéressant le BP. On sait que dans tous les cas, il ne sera pas réalisé, hein, ou alors c'est très rare qu'il soit réalisé, hein, pour être honnête. Mais ce qui est important de voir dans le BP, c'est peut-être une vision à 5 ans. Mais la vision à 5 ans, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à déterminer votre ambition, où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, si je vois que vous avez un business plan avec une ambition de chiffre d'affaires à 1,5 million dans 5 ans, je dirais alors là que vous n'êtes pas éligible, par exemple, à un fonds comme le mien qui cherche davantage de croissance. Déjà, c'est votre ambition. Ensuite, de manière un peu plus détaillée, il peut être intéressant de faire un business plan mensuel sur les 18 prochains mois. Où là, comme ça, on peut voir à quoi sert le cash qu'on met dans votre société, quand il est dépensé, la progression des dépenses mensuelles, mais aussi la progression que vous pensez mensuelle de votre société. Et tout ça, pourquoi? Parce que les 18 mois de manière mensuelle, ça permet de voir jusqu'à quand, en fait, vous pourrez survivre avec les fonds qu'on met. C'est ça, le nerf de la guerre, en fait, dans les startups, c'est le cash. Hein. Si vous n'avez pas de cash, vous irez nulle part. Donc, il faut tout de suite savoir l'argent qu'on met, à quoi il va servir et surtout, combien de temps il va vous permettre de vous développer. Donc ça doit être traduit dans votre business plan, je pense. Après, pour ce qui est au-delà de 3 ans, c'est pure spéculation, mais c'est simplement pour refléter vos ambitions. Voilà. Après, pour les autres documents, ça après ensuite c'est avec un avocat. Ça c'est plus, on en parlera plus tard sur la partie closing. Oui, tout à fait. Et voilà, retenez juste qu'il faut bien vous faire épauler. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec un expert comptable qui vous accompagne, mais ne le sous-traitez pas tout. Pareil, un leveur de fonds, ça peut être utile, mais pas trop non plus, je pense, pour des tours très, très amont, comme du seed. C'est plus pertinent pour des tours de série A où il y a déjà des investisseurs au capital, je pense. Ayant en tête que voilà, réaliser ces documents-là, ça prend du temps que vous ne passez pas dans votre business. Donc il faut jongler avec ça, et c'est pas évident. Et pareil, ne pas, je pense, faire un chèque à un cabinet pour qu'il vous fasse lui-même tout seul votre business plan. C'est de l'argent qui ne doit pas être dépensé pour ça. Il doit être dépensé pour votre exploitation, les premiers euros que vous avez. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Alors, on a parlé de l'expert comptable. Alors, j'appuie vraiment sur
sur ce point parce qu'on voit très souvent des business plans ou des prévisionnels faits avec un logiciel qui s'appelle Fizi, alors que je ne déteste pas. Mais alors nous, dans les banques, au comité des engagements, ils connaissent pas bien le Fizi. Et ils ne l'aiment pas, donc j'insiste sur l'importance de l'accompagnement de l'expert comptable et d'un prévisionnel fait par un expert comptable, et j'ajoute même d'un expert comptable qui connaît bien tous les effets de levier et tous les mécanismes de l'innovation. Hugues a parlé de CIR. Je peux vous garantir qu'on ne le voit pas dans tous les prévisionnels qu'on a. De tout cet effet de levier, on ne va pas parler des prêts d'honneur aujourd'hui parce que c'est pas tout à fait forcément le sujet, mais ça peut quand même apporter des fonds propres complémentaires aux apports des fondateurs de la société. Donc c'est pas négligeable. Donc vraiment le choix de l'expert comptable est très 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 important. C'est ça. Après, je complète un petit peu ça. Pour moi, vraiment, le business plan, il doit être comment dire, appuyé un petit peu par l'expert comptable. Mais voilà, si vous faites juste un business plan Excel et vous avez demandé à votre expert comptable de checker si c'était bon, ça suffit. Hein. Pas besoin de faire un gros doc qui coûte plusieurs milliers d'euros à rédiger. Hein. Non, mais on sait qu'il change tout le temps le business plan, donc autant avoir un fichier Excel, ça suffit. On a parlé de BPI, on a parlé des business angels, donc en fait ça constitue notre écosystème, donc je vais dire bourguis-comtois puisque on va être un petit peu chauvin, et donc nous, NeoBusiness existe dans toutes les caisses d'épargne de France. Donc, j'échange régulièrement avec mes homologues et je peux vous garantir que l'écosystème n'est pas partout aussi dynamique et bienveillant qu'il l'est chez nous. C'est vrai qu'on se connaît tous. Je vois dans les présents des partenaires et ça, des personnes avec qui on est habitué à travailler, et ça fait super plaisir. Et donc, le message là, alors de mon côté, je reviendrai vers Christian Hugues ensuite, plutôt les acteurs d'une levée de fonds, mais vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'écosystème. Hein, l'importance de l'accompagnement est primordiale et ça légitimise aussi votre dossier d'être accompagné. Enfin, nous, NeoBusiness, c'est un critère pour qu'on puisse prendre en gestion des clients NeoBusiness. S'ils ne sont pas accompagnés, c'est rédhibitoire. Parce que c'est de l'innovation, parce qu'il y a quand même un facteur risque qui est assez important, et que moi, je suis une généraliste et je ne peux pas maîtriser l'intelligence artificielle, maîtriser le nautisme, maîtriser le numérique et maîtriser la médecine. Donc, j'insiste vraiment sur l'importance de l'écosystème. Et Christian ou Hugues, au choix, pour mener à bien une levée de fonds, quels sont les acteurs par qui on doit être accompagné en fait quand on est chef d'entreprise, hormis l'expert comptable puisqu'on en a parlé, par qui on doit être accompagné? Question. Pour compléter ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire, effectivement, donc un expert comptable doit être en mesure de vous accompagner, mais pour une levée, c'est plus pour la mise à plat du BP. Mais juste pour terminer là-dessus, il faut que vous soyez en mesure effectivement de défendre ce BP-là, notamment au niveau des chiffres, lorsque vous allez le présenter auprès d'investisseurs ou de partenaires, quels qu'ils soient. Pour ce faire, quand vous allez chercher à lever des fonds, on vous conseille quand même, il est préférable lorsque vous n'avez pas l'habitude de le faire, de vous adresser à des leveurs de fonds, à des sociétés, à des personnes qui sont spécialisées sur ces opérations-là. Donc, il y a des cabinets en région, BPI travaille avec certains cabinets de la place de la région. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux, ils vous donneront des noms. On est capable aussi on en connaît aussi certains. Mais donc, avec des leveurs de fonds, dont c'est le métier, parce que ils sont normalement à même de nous présenter ce qu'on attend dans un dossier de levée de fonds, et avec ça appuyer cette opération, donc avec le leveur de fonds, par un conseil, notamment un avocat, parce qu'il va y avoir, mais je pense qu'on l'abordera un petit peu plus tard, il va y avoir une
une partie juridique pour la mise en place effectivement de la levée de fonds, donc c'est-à-dire l'augmentation de capital, hein, qui est lourde et qui vraiment qui peut être assez pointue, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude, et qui peut être même très pointue. Donc là, il me paraît primordial de trouver là aussi un avocat, mais encore, comme on vient de le dire, par rapport aux investisseurs ou par rapport, il faut trouver ou d'un expert comptable, il faut là aussi aller chercher un avocat qui connaisse ce type d'opération-là. Donc, je crois qu'il faut vraiment, d'une manière générale, il faut s'entourer des personnes compétentes, j'allais dire, et qui ont l'habitude d'intervenir sur ces et de participer ou qui ont participé à ces opérations-là. Tu peux nous préciser le rôle de l'avocat, Christian, s'il te plaît? Effectivement, quand on dit une levée de fonds, il y a déjà, donc en général, il y a une augmentation de capital, et en fait, il va y avoir la signature de plusieurs contrats, donc notamment le plus important étant certainement le pacte d'actionnaires ou pacte d'associés, qui en fait va fixer entre guillemets les règles de vie, j'allais dire, et de gouvernance pendant, on va dire, tant que les investisseurs financiers sont présents au capital, et fixer aussi les règles entre associés. Donc, et pour ça, donc, c'est un contrat qui maintenant commence à être relativement important, et dans lequel, en fait, on va fixer les règles, déjà de gouvernance par rapport à certaines décisions, par rapport à certains actes, en sachant qu'un investisseur, surtout minoritaire comme nous sommes, parce qu'effectivement, peut-être, je ne sais pas si on l'a précisé, je ne le crois pas, mais aussi bien UI Investissement que nous-mêmes, évidemment, nous sommes des investisseurs minoritaires et que minoritaires. Donc, mais malgré tout, même si on est minoritaire, on ne s'immiscera pas dans la gestion au quotidien de l'entreprise, mais on voudra quand même être consulté préalablement avant la mise en place ou la prise de certaines décisions. Et donc tout ça, c'est écrit dans un contrat qui, en fait, on peut assimiler ça à un contrat de mariage, puisque en fait, un contrat de mariage, un contrat de divorce, si vous voulez, puisque entre associés, puisque bon, mais on parle de l'entrée, on parle effectivement donc des actes effectivement pour lesquels il va falloir qu'on échange avant la mise en place de certaines décisions, et après on va évoquer aussi dans ce contrat-là, dans ce pacte d'associés, notre sortie. Et à ce titre-là, c'est souvent le pacte qui est le document le plus prépondérant, et on s'improvise pas, on ne peut pas rédiger un pacte d'associés comme ça au débeauté en allant chercher, j'allais dire, dans une Contratech, un document qui serait tout fait, parce que ça serait la meilleure façon de vous planter, parce que chaque cas est un cas particulier, il faut que c'est du sur-mesure. Donc pour ce faire, il faut prendre un avocat et c'est ce qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs, hein, on ne le faisons pas nous-mêmes, hein, donc d'une manière générale, nous aussi on se fait conseiller par un avocat, parce qu'aujourd'hui c'est devenu quand même c'est devenu assez compliqué, on va dire ça comme ça. Donc on va aussi regarder dans ces cas-là ce qui est signé souvent. Les statuts devront être modifiés également. Donc, c'est aussi le rôle de votre avocat qui s'occupe de votre juridique de réaliser ce type d'opération-là, en accord évidemment avec le contrat qui lie les associés, donc avec le pacte. Merci Christian. Le temps passe et nous avons plein de questions. Donc nous allons y répondre d'ici 5 minutes à peu près. Là, je vais plus m'adresser à Marc et Nicolas.
Donc, ça y est, vous êtes content, vous avez fait le closing, les sous sont versés sur le compte. Et qu'est-ce qui se passe avec votre investisseur après la levée de fonds, Marc? Donc, ce qu'on a convenu notamment avec Christian, c'est de façon trimestrielle, on établit un compte rendu et une présentation de l'évolution de l'entreprise par rapport aux objectifs que l'on a quelque part exposés dans nos BP. Et aussi, comme le disait Christian, on les informe de décisions un peu critiques, stratégiques. Typiquement, tout à l'heure, j'évoquais une deuxième levée de fonds. C'est le genre de choses qu'on essaye sur lequel on essaie de communiquer, les gros partenariats commerciaux aussi. Et puis, bien évidemment, quand on clôture l'année, on envoie les différents éléments, notamment le chiffre d'affaires, le résultat envisagé. Et voilà. Donc, c'est, comme le disait Christian, effectivement, le fonds institutionnel ne prend pas le contrôle de l'entreprise. Néanmoins, lors de la signature du contrat et notamment du pacte d'actionnaires, et effectivement, c'est extrêmement complexe comme document. Même notre avocat avait du mal. On arrive dans des choses qui sont assez incroyables. Bon, ça me rassure de voir que Christian aussi avait des difficultés. Je n'étais pas le seul. Mais néanmoins, il y a des engagements qui sont pris, qui ne sont pas neutres. Donc, il ne faut pas trop se tromper. Une levée de fonds, donc des capitaux qui rentrent en fonds propres, ne sont en aucun cas un prêt. C'est pas du tout la même chose et l'approche est différente. Ensuite, évidemment, on a eu, on a deux nouveaux partenaires financiers. Quand ils entendent parler d'une entreprise, notamment dans la région, ou d'une opportunité, en général, ils nous en font part. Et puis nous on reprend derrière les différents éléments. Au même titre qu'on reçoit des informations de marché de la part de la BPI qui nous dit qu'il y a telle entreprise qui pourrait être intéressée. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, tous les contacts qui nous ont été donnés ont été concrétisés. C'est-à-dire, on a, que ce soit la BPI, que ce soit les contacts donnés par Christian ou par le deuxième investisseur, on a chaque fois donné suite et ça s'est toujours révélé positif. Merci Marc. Nicolas, ton retour d'expérience? Mon retour d'expérience, je rebondis, c'est qu'il est très important de bien choisir son investisseur parce que c'est une relation qui commence. Ce n'est pas avant la signature, c'est après la signature que la relation commence. Parce que c'est des gens qu'on va avoir, pas au quotidien, mais proches. Nous, on fait un reporting mensuel et on fait un COS tous les 3 mois. 3 ou 4 mois, et c'est sûr que ces derniers mois ont été mouvementés, donc il était très important de garder de liens et puis d'être agile et présenter les pivots nécessaires. Et il est sûr que quand on rentre un investisseur institutionnel, on est obligé de se structurer, donc on est obligé de s'organiser différemment. Il y a des règles qu'il faut mettre en place, et donc il est très important de bien choisir son interlocuteur. Il n'y a pas que l'argent dans cette histoire, il y a aussi un interlocuteur avec qui on va avoir des relations au quotidien. Ouais, Christian parlait de contrat de mariage. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Ouais, faut qu'il y ait quand même un certain feeling. Et oui, tout à fait. C'est important. Je rebondis. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste un petit résumé avant de répondre aux questions. Donc, la levée de fonds, il faut la faire au bon moment. Il faut la préparer. Il faut s'entourer d'un expert comptable, d'un avocat, voire d'un leveur de fonds. Il y a un travail de sourcing des investisseurs, mais au vu des questions, on en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie des questions. Profitez de l'écosystème, profitez au bon sens du terme. Je pense que je n'ai rien oublié. Et effectivement, hormis des secteurs, c'est Nicolas qui nous a parlé de POC et de preuves de commercialisation, hormis des secteurs comme le biotech où effectivement le produit peut être… Il faut aller voir… pour faire une levée de fonds, il faut y aller au bon moment et surtout pas quand vous êtes short cash.
parce que les investisseurs et les banquiers, même spécialisés de l'innovation, ne sont pas des magiciens. Donc, on a beaucoup de mal à accompagner des sociétés qui n'ont plus du tout de cash. C'est rédhibitoire d'une manière générale. Hein. C'est clair. Et alors, ça, c'est mon dada, mais j'ajouterai juste un petit mot sur les fonds propres. Avant levée de fonds, attention à ce que vos fonds propres ne soient pas négatifs. J'insiste vraiment là-dessus. Je sais que ça va faire sourire quelques personnes dans les spectateurs avec qui j'échange souvent à ce sujet. C'est un frein pour BPI, c'est un frein pour la banque. Donc, soyez vigilants avec votre expert comptable à ce que les fonds propres ne soient pas négatifs. Ça peut vous décoter quand même au niveau de la Banque de France. Donc, ça peut être lourd de conséquences. Donc, on va commencer les questions. Donc là, la question est pour Marc et Nicolas, sachant que si vous ne souhaitez pas y répondre, c'est tout à fait possible. Peut-on connaître le montant des levées réalisées? Bon, alors nous, ce n'est pas un grand secret. Sur nos 2 levées, on a levé 700 000 € en haut de bilan, ce qui nous a permis de lever en tout plus de 2 millions d'euros. Merci Nicolas. Avec donc ce là, fameux effet levier qui est très important. Et je répéterai même, les fonds propres, s'il y a une erreur à part produire qu'on a produit, partez avec de bons fonds propres. C'est un levier dès le départ, avant même d'aller faire une levée de fonds. Pour les subventions de BPI, pour les subventions de la région, plus on a des fonds propres au début, plus on a le temps de démarrer et de faire une belle levée de fonds quand on est bien prêt. Merci Nicolas. Et ça, je vous promets qu'on ne l'a pas répété. Ouais. Marc? C'est assez similaire en fait. On a fait en haut de bilan, on a fait 630 000 € et au total, en mettant le bas de bilan, on était à 1,4 million, 1,3 million, 1,4 million. Donc, la même échelle. Ok, merci beaucoup. Christian et Hugues, combien de ROI attendent les investisseurs? Bonne question. Non, mais je pense que c'est une question qui est centrale, évidemment, dans la levée de fonds. Et aujourd'hui, sur les sociétés qui sont en phase de création, donc les startups qui sont en début de série A, donc un investisseur attend, je dirais, attendent un x3 sur leur mise, minimum. Après ça dépend beaucoup de la typologie des investisseurs. Vous aurez des business angels, des family office. Excuse-moi, mais encore une fois, en capital risque, un investisseur se fixe pour objectif de faire un x3 minimum. Je parle bien en capital risque. Après c'est un objectif. Hein. En combien de temps, Christian? Il faut entre 5 et 7 ans. Okay, c'est plutôt 5 ans quand même. Après, moi, je vais nuancer ces propos-là. Ça dépend vraiment de la typologie d'investisseur. Vous aurez des family office ou des business angels où là, c'est peut-être moins important parce qu'il y a des enjeux fiscaux, vous le savez. Pareil pour des family office. Alors nous, un capital risqueur, parce que nous, en fait, on est indépendant, on n'appartient pas à une banque. On investit à travers un véhicule, un FPCI qui a une durée de vie de 10 ans, sur lequel on va investir en tout sur 10 startups. Et on sait que grosso modo, il y en a certaines qui vont se planter. Voilà. Et ensuite, nous, on doit rendre l'argent à nos souscripteurs derrière. Nous, on n'attend pas un x3, ce n'est pas l'objectif. On attend un x10 minimum. Voilà. On attend vraiment à ce qu'on investit sur un projet qui casse tout. On y croit au projet sur lequel on investit, on sait qu'il va créer de la valeur. C'est vraiment ce qu'on vise. On ne vise pas le développement d'une petite PME, on vise vraiment quelque chose d'explosif. Ouais. C'est pour ça que c'est de l'hypercroissance. Parce qu'ensuite, il faut savoir que oui, x3 minimum, c'est même un gros minimum, parce que derrière, pour une société dans laquelle on va investir, il y en a 3 ou 4 où ça ne va pas se passer et où elles vont couler, hein, c'est possible. Pourquoi on attend un tel rendement? Parce qu'il y a beaucoup de risques, justement. Rendement-risque. Hein. Oui, le x10 que vous faites. Pour compléter ce que tu dis, sur les autres. Les chiffres sur le capital risque, c'est sur 10 projets. On sait qu'il y en a déjà 4 qui malheureusement vont mourir, entre guillemets, quoi. Minimum. Hein. Le BP, vous conseillez de le faire sur 3 ou sur 5 ans? Moi, je dirais 5 ans.
Ça permet de voir l'ambition. Hein. À ce propos, sur le BP, nous, au début, on a beaucoup hésité. Le consultant que l'on avait nous a proposé un BP. Je parle du BP financier. Et on avait du mal un peu à s'y retrouver. Personnellement, depuis cette levée de fonds, enfin, même avant la levée de fonds, on a utilisé un outil qui est disponible sur la plateforme NetPME, qui est très, très bien fait sur le BP financier, qui est sur 5 ans avec les 2 premières années, alors 5 ans en annuel et les 2 premières années en mensuel, notamment pour le suivi de la trésorerie. Donc, c'est un outil que je conseille parce que je l'ai trouvé très, très bien fait, très propre, qui permet de faire toutes les projections, que ce soit des comptes de résultats. Il est même capable de faire une structure en PNL si jamais on va avoir des fonds étrangers. Donc voilà. Mais 5 ans et 2 ans détaillés. Oui, tout à fait. Hugues, est-ce que tu pourrais nous présenter hyper rapidement les différents fonds, par exemple capital risque, amorçage, dev, et leurs conditions d'intervention? Voilà, c'est une question bref. On a des fonds d'amorçage qui peuvent être deep tech, où là on intervient vraiment sur des sociétés qui sont en phase de création, parfois qui ne sont même pas encore créées, et du coup il y a tout de suite la création d'entreprise en même temps que l'arrivée des fonds. Bon, ça peut arriver. Après, on a du capital risque, j'appellerais ça comme ça, je les scinde un peu entre deux. C'est comme nous, on a un fonds de capital risque, on ne va pas investir sur des projets, on va investir quand même sur des débuts d'activité où il y a quand même un début de chiffre, où il y a une structuration déjà d'équipe. Ouais, on investit sur du seed série A. Après, tu voulais savoir quoi plus spécifiquement? C'était quoi la question exacte? C'était ça. Peux-tu préciser les différents fonds et leurs conditions d'intervention? Par exemple, alors en amorçage, on suppose, c'est comme tu l'as dit, si une entreprise n'est même pas créée, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ouais. Après, voilà, conditions d'intervention, OK. Alors, il y a un phénomène qui commence à se développer ces dernières années sur les fonds très amorçage, notamment généralistes, c'est les BSAR. Comme ça, on repousse en fait le sujet de la valorisation à plus loin. Je vous invite à regarder ce mécanisme de BSAR sur Internet, c'est assez intéressant. En gros, la valorisation d'entrée de l'investisseur de BSAR n'est fixée qu'avec le tour de table d'après, où ensuite il y a une décote sur la valorisation retenue. Voilà. Donc, ça évite déjà de se friter sur des sujets de valorisation dès le départ, et comme ça, on peut avancer sur le projet. Ensuite, on intervient du coup hors BSAR, toujours en action, j'ai envie de dire, en capital risque. Pourquoi? Parce que les OC, même si elles sont in fine, ça a un poids sur la société. En action, un point cependant aussi que j'aimerais bien noter, c'est qu'on intervient souvent en startup en tant que minoritaire. En fait, je rejoins un peu ce qu'avait dit Christian tout à l'heure. Nous, UI Investissement, à la base, c'est un fonds majoritaire. Sauf que sur nos fonds startup, nous sommes minoritaires. Pourquoi? Parce que ce qui porte la valeur de la boîte au début, c'est l'équipe dirigeante. Il n'y a que ça. Il y a pas, c'est les seuls. Enfin, c'est ceux qui font tout. Ils passent même le balai dans le logo, donc c'est eux. Ils sont partout. Et on ne peut pas passer majo très tôt dans ce type d'entreprise parce que c'est pas sain. Voilà. Et c'est pour ça aussi, j'invite un petit point d'attention sur les industriels. Alors, il y a des industriels, c'est très intéressant quand on peut s'adosser à un industriel. À mon avis, il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Pourquoi c'est intéressant? Parce que bon, ça permet déjà d'avoir de l'argent, mais aussi la relation avec l'industriel. Après, ça peut vous freiner. Un industriel au capital d'une société, c'est une société dans laquelle je ne vais pas investir, parce que souvent, en fait, la seule sortie possible pour nous en tant qu'investisseurs, c'est via cet industriel-là, qui de facto, en étant investisseur, peut avoir une incidence en fait sur la société. Et grosso modo, des fois, ils peuvent bloquer la valo. Enfin, il y a des sujets assez complexes. Donc voilà, si un industriel vous approche, faites très attention, réfléchissez bien à 2 fois avant de l'accepter au capital. Christian, comment se fait la valorisation de l'entreprise en PM, en pré-monnaie, pardon? Pré-monnaie, pardon. On a parlé tout à l'heure du retour du ROI attendu par les investisseurs. Mais je dirais que c'est le point central, c'est un des points sur lequel va reposer notre valorisation. Donc, c'est-à-dire que par rapport à l'objectif qu'on se fixe, qui est de faire un x3, un minimum pour ce qui nous concerne, et plus, il faut que la valorisation
qui est recherché donc dans l'opération permettent, à travers le BP et la création de valeur qui est exprimée dans le BP, permettent effectivement de faire un x3, c'est-à-dire de dégager suffisamment de bénéfices nous permettant, bénéfices, résultats d'exploitation ou autres, hein, quel que soit l'agrégat, voire des bidas, permettant effectivement de faire croître la valeur, de faire croître, entre guillemets, la valeur de notre ticket au minimum entre 3 et 10 pour reprendre l'objectif du I, quoi. Donc, c'est un des points qui est regardé. Après, on va aussi mettre en exergue, en discussion avec le porteur de projet et les équipes, enfin, donc les majoritaires, pour la part du capital qu'eux souhaitent aussi, sur laquelle ils souhaitent ouvrir leur société ou souhaitent laisser à leurs investisseurs financiers. Et je dirais que en dernier point, il faut savoir, moi je dirais une chose sur la valorisation, qui exprime en fait effectivement ces deux principaux points, hein. C'est que une première levée de fonds auprès d'investisseurs institutionnels ou d'investisseurs financiers, je mets de côté les business angels, mais c'est pas déplaisant quand je dis ça pour leur part, hein, mais ce que je veux dire là, c'est qu'un investisseur, la valeur qui va être retenue sur cette première levée de fonds, surtout comme vous êtes amené à en faire d'autres, ne doit pas handicaper les prochaines. Donc, si vous tapez sur une si vous souhaitez une valorisation haute sur un premier tour, vous risquez d'handicaper les futures levées de fonds si effectivement votre projet nécessite, comme ça arrive souvent pour les startups ou les sociétés en création, en démarrage, nécessite une levée de fonds, une deuxième levée de fonds assez rapidement finalement. Donc, maintenant, je voudrais simplement aussi évoquer un point sur la levée de fonds. Il faut savoir que lorsqu'on entend parler de valeurs d'entreprise ou de valeurs, des valorisations qui peuvent être parfois un petit peu élevées, pour ne pas dire stratosphériques, il faut savoir que systématiquement, il y a là-dedans des mécanismes qui vont permettre à l'investisseur financier qui a participé à une opération où la valeur qui était demandée et recherchée était très élevée, les investisseurs vont disposer de mécanismes qui vont leur permettre de revenir à une valorisation plus faible. Donc, ils vont permettre aux investisseurs de se reluer tout simplement. Donc, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête quand on parle de valorisation, parce qu'effectivement, ça peut flatter l'ego de certains de dire, voilà, j'ai valorisé mon entreprise, est déjà valorisée X ou tant de millions. Mais derrière, encore une fois, il y a des mécanismes qui pourraient corriger tout ça si la performance que vous nous vendez n'est pas atteinte. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement, quoi. J'ai des questions ensuite sur la sectorisation des fonds. Alors, la question est, quels sont les secteurs d'activité privilégiés pour les fonds ou au contraire ceux qui n'intéressent pas les fonds? Donc, je pense qu'on veut parler de fonds généralistes ou de fonds dédiés. Hugues? Alors, si on ne parle pas des fonds, si on parle d'un fonds généraliste, attendez, je regarde, oui, c'est ça. Si on parle juste d'un fonds généraliste, les secteurs qui ne vont pas nous intéresser, en fait, c'est ceux où on n'est pas à même d'avoir un vrai impact. Par exemple, moi, à fonds généraliste, je ne vais pas m'amuser à investir sur du médical, ou alors j'ai investi dedans, mais qu'en étant suiveur derrière un fonds qui est spécialiste là-dedans. Le but, c'est qu'on investisse vraiment dans des choses qu'on connaisse, qu'on est capable de parler. Après, des secteurs privilégiés, non, j'ai envie de dire le digital. C'est vrai que le digital, ça a entre guillemets le vent en poupe en ce moment parce qu'il y a beaucoup de développement d'entreprises aussi sur ce secteur-là, il faut le noter. Après, on n'est pas fermé à des développements d'entreprises, que ce soit sur de l'agencement immobilier ou autre. On voit parfois des startups qui émergent sur ce secteur-là et auxquels on n'est pas fermé. Donc, privilégié, pour le moment, non. C'est seulement en fonction du tissu économique qu'on voit, quoi.
En Ok, tout cas, merci. me concernant, je parle. Hein. Oh, mais moi, pour être généraliste, je confirme les propos de Hugues. Hein. De toute façon, on est sur un territoire où je dirais on ne peut pas se permettre le luxe, en tout cas, de se positionner sur un secteur et uniquement sur un secteur. Donc, à la base, effectivement, on est ouvert il n'y a pas de secteur interdit, sauf ceux du type, sauf ceux aujourd'hui que les établissements financiers ne peuvent pas accompagner, type le jeu, bon, voilà, évidemment, tout ce qui n'est pas légal, mais mis à part ça, j'allais dire, aujourd'hui, on est ouvert à tout. Encore une fois, ce sont les entrepreneurs sur lesquels on mise. Hein. Donc, il n'y a pas de secteur d'activité, je dirais, privilégié parce que même dans des secteurs qui sont un peu plus moroses, un bon entrepreneur ou un bon projet créera de la valeur. C'est ça. Regardez l'horlogerie, hein. C'est un secteur qui a beaucoup de mal ces dernières années. Il y a quand même des startups qui ont émergé et qui ont réussi à attirer des investisseurs régionaux. Alors, je remonte le fil des questions hein, et des textos en même temps. Apparemment, il n'y a plus d'incitation fiscale pour les business angels. Donc, ce n'est plus le motif de leur investissement, me dit-on. Moi, pour connaître quelques business angels, effectivement, l'incitation fiscale n'est pas le but premier, forcément, des business angels. Effectivement, il y a de l'accompagnement, il y a de l'amour de l'entrepreneuriat, il y a plein de choses là-dessus. Non plus, c'est vrai que j'ai dit ça comme ça, mais non, il y a aussi la volonté. Il y a les investisseurs, il y a des fonds qui amènent par rapport au crédit d'impôt type IR et anciennement ISF. Thomas, si vous voulez, là c'est un message pour Thomas Sarrazin. On répondra peut-être, on prendra 5 minutes à la fin pour échanger avec vous au sujet de votre question, si ça vous convient. Donc ça, on a déjà répondu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les financements ne vont pas plus sur des startups avec beaucoup de risques que sur de la croissance d'entreprises existantes avec moins de risques, mais aussi moins de gains à terme. Donc là, on va revenir un peu sur les différentes typologies de fonds. Christian, je te propose de répondre en premier. Je connais mieux nos fonds que ceux d'Hugues, désolé. Hugues, tu auras la parole bien sûr après. Christian, on t'écoute. Non, on ne peut pas dire ça, sincèrement. J'allais dire presque au contraire. D'une manière générale, on a souvent la remarque qui est de dire aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds pour le capital développement, voire ou le LBO, donc la transmission. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde les montants qui sont aujourd'hui levés ou investis dans les entreprises. Le segment sur lequel les investissements sont le plus importants, c'est des opérations de LBO et de transmission. Vient le développement à la suite et je dirais à la fin, donc la création, le capital risque. Donc non, nous on a des fonds on a des sociétés d'investissement à la différence effectivement des véhicules qu'utilisent les sociétés de gestion comme UI Investissement qui sont des fonds à durée de vie limitée. Ce ne sont pas des sociétés qui n'ont pas la personnalité morale d'une société commerciale que nous utilisons, nous, pour investir dans nos projets. Et à ce titre-là, on dispose effectivement, on a chez nous une société qui s'appelle BDR IT qui accompagne les projets donc, de création et qui finance l'innovation, comme tu l'as bien dit, Sylvie, tout à l'heure. Et à côté de ça, vous avez une autre société d'investissement dont le seul et unique actionnaire, comme BDR IT, est la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle BDR Invest et qui a vocation à accompagner les projets de capital développement et ou de transmission. Ok, merci Christian. Voilà ce que dit Christian, si vous voulez des stats là-dessus, allez sur le site de France Invest, regardez les études. Le capital transmission, ça représente, je dirais, 70% des montants investis par des investisseurs
dans le capital investissement, quoi. Enfin, le capital transmission développement, c'est la plus grosse partie. Le capital innovation, capital risque, on en parle beaucoup parce qu'il y a aussi une grosse, entre guillemets, hype dessus, hein. Le président disait bien Startup Nation. On a beaucoup de communication là-dessus. On a aussi beaucoup de retard à rattraper par rapport à l'Angleterre et à l'Allemagne, à nos frontaliers. Oui, il y a une bonne progression du capital risque, des fonds pour start-up, mais on est très loin des montants encore qui sont dans le capital développement. Et moi aussi, du coup, je gère une troisième typologie de fonds qui est sur du capital redéploiement ou retournement, comme on veut l'appeler, hein. C'est-à-dire investir sur des sociétés en difficulté, où là, autant vous dire qu'en France, on est à la ramasse complet, il y a très peu d'acteurs. Et c'est par contre une voie qui va peut-être se développer suite au contexte que nous traversons et qui impacte beaucoup d'entreprises. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, Hugues. Il y a un petit trou dans la raquette à ce sujet-là, effectivement. Ah oui. Ça revient, on rebondit sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la presse et les communications. Donc, on entend souvent des levées de fonds de plusieurs millions d'euros par des startups. À quoi est lié ces montants? Est-ce que ce sont de vraies dépenses et investissements? Sont-ils réels ou des promesses? Hugues, tu l'as dit tout à l'heure, je te laisse. En général, on apporte des fonds par rapport pour financer des besoins, hein. Donc, on n'est pas là. Alors, ça a pu exister dans les folles années Internet, où on a un peu financé tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs, mais ou des frais très élevés d'ailleurs, de dépenses somptuaires chez certains. Rassurez-vous, pas en région, hein. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai toujours fait de l'investissement en régional. Et c'est quand même pas, on ne travaille pas comme ça. Non. Le but, c'est encore une fois de financer les besoins exprimés par les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets, quoi. Mais c'est vrai que cette question, elle est aussi intéressante parce qu'elle met en évidence l'afflux de cash en fait, qu'on a actuellement sur le marché. Beaucoup d'acteurs ont beaucoup de cash. En fait, il y a des liquidités. Hein. Et du coup, ça peut aider certains acteurs, pas tous, hein, certains acteurs à soit accepter des valorisations élevées et mettre des tickets importants, ou soit pousser certains entrepreneurs, certaines entreprises à accepter davantage de fonds. Ça, c'est possible. Mais voilà, en fait, c'est logique. Une levée de fonds, c'est quoi? Ça doit servir à financer ce dont vous avez besoin, avec peut-être un petit matelas de sécurité. Mais le but, c'est pas d'avoir de l'argent qui dort. Merci, Hugues. Question pour Marc et Nicolas. Vos actifs immatériels, notamment votre propriété intellectuelle, ont-ils contribué au succès de votre levée de fonds? Bonne question. Oui, très bonne question. Bien sûr, c'est un sujet qui est essentiel dans la valorisation de l'entreprise, hein. Donc, oui, tout à fait. Même si nous, on a décidé de ne pas faire de brevet, puisqu'on est sur de l'application de technologie existante sur un nouveau marché. On n'a pas eu besoin de poser des brevets, mais notre actif immobilisé est essentiel. Bien sûr. Marc? Pareil, hein. Alors nous on a 3 brevets, mais honnêtement, ce n'est pas ces 3 brevets qui permettent de valoriser correctement l'entreprise. Par contre, la propriété immatérielle et notamment tout ce qui est propriété intellectuelle et les technologies que l'on utilise dans l'IA, c'est ça qui fait la différence. Oui. Marc, je reste avec toi. Avez-vous été accompagné pour mener votre levée de fonds et l'importance du temps préparatoire? On en a déjà pas mal parlé, hein. Oui, effectivement, pour cette première levée de fonds, on avait pris un consultant qui nous a accompagnés. Ça a été très bénéfique, hein, surtout qu'on n'a jamais fait l'exercice. Ils ont fait, il y a eu un gros travail de fait. Donc, oui, on a été accompagné. Et l'importance du temps préparatoire, évidemment, on avait une réunion chaque semaine pour affiner, travailler, que ce soit le BP, que ce soit le DEC, que ce soit les projections financières. Donc, oui, et je ne me verrai pas, même aujourd'hui, pour la deuxième levée de fonds, je me verrai pas y aller tout seul. Par contre, ce que disait Christian, c'est on est accompagné, mais en attendant, il faut garder le contrôle, c'est-à-dire bien comprendre. À la fin, c'est nous qui qui présentons la société et non pas le consultant. Donc, on a intérêt à bien comprendre
tout ce qui a été écrit et tous les documents qui ont été rédigés par le consultant. Merci Marc. Je vais laisser la parole à Carole Michelon qui veut nous poser une question en direct. Alors, oui, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour la Franche-Comté, ici Paris. Ah, bonjour Paris. Ah. Écoutez, donc c'est très très intéressant. Moi, je suis au début en fait de la démarche. En fait, on est une entreprise d'ailleurs dont la Caisse d'épargne est cliente, hein, donc merci, et la vôtre notamment. On a en fait un outil digital qui permet aux salariés des entreprises de s'auto-évaluer sur un certain nombre de sujets qui sont liés à l'inclusion dans l'entreprise. Donc, le premier des sujets, c'est évidemment le sexisme au travail, mais il y en a bien d'autres, hein, la perception du handicap, la diversité des origines, etc. etc. Ah, c'est vous, c'est vous qui nous faites des e-learning obligatoires. Non, hein, c'est ça. Ah, d'accord. Non. Alors, pour le coup, c'est 100% anonyme, donc c'est pas du e-learning, hein, c'est vraiment un test, un autodiagnostic, donc c'est un truc qui dure 10 minutes, et vous avez tout de suite votre profil, donc si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Et pour le coup, c'est pas obligatoire parce qu'en fait, on ne peut pas le rendre obligatoire puisqu'on ne sait pas qui l'a passé. Donc, si on vous a dit que c'était obligatoire, on vous a menti. Non. non, mais il y a le handicap friendly là. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est 2 dans cette structure et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de startups. Et je l'espère pour elles d'ailleurs, on est en forte croissance et on a du mal à la gérer, c'est-à-dire que, enfin, on la gère, mais on pourra aller beaucoup plus vite, mais comme on est 2, évidemment, on ne peut pas. Donc, on est dans une recherche de fonds pour accélérer cette croissance. On a fait 150% de chiffre d'affaires en un an. On a financé uniquement notre développement par nos clients, donc on a quelque chose qui est très sain, hein. Mais voilà, on a besoin de ressources commerciales pour aller plus vite tout simplement, et puis aussi pour aller le Graal, hein, l'international. Donc voilà où on en est, et ma question, pour arrêter de parler que de moi, je voudrais savoir, je voudrais parler de la sortie. Parce que je crois que c'est une question qui est fondamentale dans la levée de fonds, c'est quelle est la sortie, qu'est-ce qu'on doit proposer comme sortie et qu'est-ce qu'elle recherche, que recherchent les investisseurs par rapport à cette sortie. Là aussi, c'est une bonne question, effectivement. C'est un des points, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on signe un pacte d'associés, on signe un contrat de mariage et un contrat de divorce. Et quand on parle de divorce, là, dans le cadre d'un projet, d'un contrat donc, qui lie des associés dans une société, c'est la sortie, effectivement, donc, des actionnaires financiers, notamment à ce contrat-là et à la société. Et en fait, ce que nous, on attend de la sortie, effectivement, c'est effectivement de pouvoir réaliser une plus-value. Ça, je dirais, c'est simple, ça paraît évident, mais je pense que c'est quand même mieux en le disant. Mais encore une fois, pour pouvoir sortir, nous, on est là pour accompagner un cycle de développement, un cycle une étape, je dirais, ou une étape de l'entreprise. Donc, on sait très bien qu'il est très difficile de définir à quel moment, effectivement, il faudra sortir. Il faut déjà, quand on est minoritaire, de toute façon, si on veut sortir, je dirais, dans de bonnes conditions, pour tout le monde d'ailleurs, il faut qu'il y ait un accord entre le majoritaire et les minoritaires que nous sommes. Et en général, on va sortir parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin peut-être d'aller chercher, justement peut-être d'aller à l'international et de faire une levée de fonds très significative ou beaucoup plus importante. Et on n'est peut-être pas forcément l'interlocuteur qu'il vous faudra à ce moment-là, même si on pourra l'accompagner néanmoins. Mais en tout cas, pas au niveau à laquelle on aurait pu vous accompagner lors des levées de fonds précédentes. Il faut l'anticiper au moment de la levée de fonds, la sortie, en fait. Oui, c'est pour ça que c'est écrit dès le début. Il y a une clause de sortie, hein, pour reprendre un terme un peu plus juridique qu'on retrouve dans le pacte d'associés, pas d'actionnaires, qui va définir la période à laquelle
on envisage de sortir, à laquelle on devra retrouver la liquidité de notre investissement. Alors, voilà. Après, elle se structure, elle se planifie dans le temps. Il y a plusieurs étapes à ça. Hein. On va démarrer avec une clause dite de rendez-vous. Dans cette clause de sortie, on va se donner rendez-vous justement pour discuter de notre sortie et voir si ensemble on considère que c'est le bon moment et que cette sortie-là puisse se faire aux conditions de valorisation que nous attendions lorsque nous sommes rentrés. C'est ça. Mais la sortie, c'est primordial. Hein. Nous, dans nos documents d'investissement, il y a un encart qui dit sortie envisagée, quoi. Et sortie envisagée, bon, il y a trois principales choses. Soit la société est assez rentable pour nous sortir, soit on juge qu'elle est en capacité de faire des levées de fonds successives, auquel cas on pourra sortir lors d'une autre. Et troisième cas, elle s'adosse à un industriel. Et là, on juge que la société ou le projet a la capacité d'attirer un industriel. Parce que certains projets, par contre, on ne voit pas cette sortie industrielle possible. Et du coup, il nous reste que deux autres manières, remboursement par l'entreprise ou levée de fonds successive. Donc, le sujet de la sortie est quelque chose de très, très important. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Carole. Une dernière question. Un accord de licence exclusif se valorise-t-il? Oui, tout à fait. En face. Non, mais effectivement, quel chiffre d'affaires est attendu ou même commence à être réalisé. Et après, il faut bien regarder les termes de la licence, quoi, quand même. Hein, si exclusive, est-ce qu'elle est sur une région, est-ce qu'elle est nationale, est-ce qu'elle est mondiale, j'allais dire, ou européenne. Enfin, voilà. Donc, et en face de ça, quel marché il peut être appréhendé avec ce produit-là et avec cette licence-là, quoi. Hein. Ouais. La valeur qu'on peut faire, montant des revenus qu'on pourra dégager, quoi. On n'a pas beaucoup parlé de propriété intellectuelle ce matin parce que ce n'était pas le sujet. D'ailleurs, ça peut faire l'idée d'un prochain webinaire. La valorisation de la propriété intellectuelle et la détention de brevets, de licences, c'était très, très intéressant. Écoutez, il est 12h03. J'ai un nouveau message. Je regarde juste si c'est une dernière question. Non, c'est au revoir Renaud tout à l'heure. Au revoir. Mais pas un adieu. Merci beaucoup Marc et Nicolas, c'est un plaisir de vous voir déjà. Merci à Christian et Hugues, merci bien sûr à Nice et Forcité. Coralie, si tu veux dire un petit mot avant. Oui, effectivement. Merci Sylvie, merci pour ton animation. Je tenais aussi également à tous vous remercier les intervenants pour vos témoignages et également aussi pour vos conseils. J'espère en tout cas que ça vous a bien aidé, vous les participants, justement à vous donner envie soit de continuer votre levée de fonds ou en tout cas d'initier une levée de fonds. Ou en tout cas, ça vous a donné peut-être encore plus de questions pour la mise en place. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à justement contacter les intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, merci à tous. Je vois qu'il y avait pas mal de questions dans le chat, donc c'est bien. Ça veut dire que ça vous a bien plu et que vous avez bien été actifs. Et nous, on vous donne rendez-vous aussi pour nos prochains webinaires qui vont donc avoir lieu, comme l'a cité ma collègue en tout début, donc le prochain, le 9 mars, sur la communication digitale des entreprises. Et pour le reste, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous verrez tous nos prochains événements et à suivre également. Ouais, peut-être mettre les coordonnées d'Hugues et de Christian. Oui, alors ça, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie un mail en fait avec le lien du replay qui sera présent la semaine prochaine et je vous remettrai les coordonnées des intervenants. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires et si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi, je vous enverrai tout ça. Mais voilà, vous aurez le lien du replay et également donc toutes les coordonnées. Enfin, si d'ailleurs les intervenants, vous êtes OK. Hein. Enfin, c'est ça après. Bien sûr. Voilà. J'ai déjà plein de demandes pour le replay. Moi. C'est ça. Donc voilà, vous aurez le replay et les coordonnées. N'hésitez pas si vous avez d'autres demandes. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous aujourd'hui et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux. On partage aussi l'événement sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc voilà, on est preneurs de vos retours. Merci Coralie. Donc,